Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue d'auteur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-François Cyr qui nous présente Ce n'était pas nous, les sauvages. C'est publié chez Bouton d'Or d'Acadie. C'est une traduction du livre de Daniel N. Paul. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. C'est un livre que tu as lancé à la fin du mois d'août dernier. C'est un livre qui nous présente les horreurs de l'histoire, dans le fond, et comment ce qui s'est produit hante encore aujourd'hui les Premières Nations, mais aussi tous les Canadiens et Canadiennes. Jean-François, pourquoi est-ce que tu as eu envie tout d'abord de traduire cet ouvrage-là particulièrement? Ben, moi, je suis intéressé au monde des Premières Nations depuis pas tant d'années que ça. J'ai toujours été intéressé, mais jamais pu savoir par où les connaître, par où les voir. C'est quelqu'un qui m'avait recommandé ce livre-là, me disant, ben, si tu t'intéresses un peu à l'histoire, à qui ils sont, j'ai été subjugué complètement. On connaît l'histoire du Canada, hein, on se l'est fait conter, raconter, t'enseignes, tu connais bien. Oui. On en fait une indigestion. J'ai eu la chance, quand j'ai vécu dans l'Ouest canadien, de tomber sur History of Canada, qui est un livre scolaire où on reconnaît pas l'histoire, évidemment. J'en étais pas surpris, mais c'est quand même un peu amusant. Et je me disais, comme j'aimerais voir le point de vue des Premières Nations, qu'on connaît pas. Dans nos livres d'histoire, les Premières Nations, à part qui ont mangé le cœur du père Brébeuf, puis que c'était des gros méchants, qui tuaient les gens à coups de tomate, on sait rien. Je pourrais pas dire qu'on connaît, parce que c'est même pas quelque chose qu'on connaît, on sait rien. Et j'ai vraiment, pour moi, tu parles des horreurs, oui, il y a évidemment, ça parle beaucoup des horreurs, mais vraiment pas que de ça. Ça parle des premiers contacts avec ces Européens-là qui sont venus et qui ont été accueillis chaleureusement, gentiment, cordialement, et qui ont vécu avec les Premières Nations en bonne harmonie pendant 180 ans. Je le répète, 180 ans, c'est pas une fin de semaine, c'est pas une petite histoire. Et dans notre histoire à nous, moi comme Québécois, je vais te raconter une anecdote parce que ça a beaucoup nourri mon intérêt pour connaître les Premières Nations. J'étais dans une soirée littéraire, une soirée de poésie organisée par Chloé Sainte-Marie, que tu connais, que j'aime beaucoup et qui est très proche des Inuits. Et un Inuit qui était présent là-bas, assis à notre table, on partageait un repas, nous dit, vous êtes drôles, les Québécois. Les Québécois, on peut l'étendre aux Acadiens parce que c'est la même réalité. Il dit, il y a beaucoup de choses dont vous êtes très fiers dans votre culture et vous savez pas d'où ça vient. Je dis, bon. Comme, il dit, par exemple, les Québécois, c'est connu, vous êtes très chaleureux, vous êtes des gens, on vous connaît pas, on vous parle, au bout de quelques heures, vous êtes des amis. Si on parle jusqu'à la soirée, on vous invite à souper, puis vous dormez là pour la fin de semaine. Il dit, ça, d'après toi, ça vient de la France? Et moi, qui ai plusieurs amis français, je vais dire le mot qui aime bien dire là-bas, oh merde. Je présente mon chat qui va partir. Alors, je me demandais, est-ce que c'est justement une sonnerie ou un chat, mais c'est un vrai chat. Non, c'est vraiment un chat. Il m'a beaucoup aidé dans la traduction. Et donc, pour finir mon anecdote que je fais un peu longue, il me dit, donc, des Anglais. Je me suis dit, wow, attends, c'est extraordinaire ce que tu me dis là. Voici mon chat, je vous présente là-haut, je me dis, il y a effectivement des choses que j'aime beaucoup dans ma culture. J'habitais à quelques endroits dans ma vie, dans l'Ouest canadien, en Martinique. Je suis toujours revenu, j'aime beaucoup la mentalité ici. Et je me dis, je sais pas d'où ça vient. Ça n'a pas de sens, je veux connaître. Et pour moi, We Were Not the Savages, le livre en anglais, ce n'était pas nous les sauvages, remplissait ces morceaux d'histoire qui nous manquent. En étant acadien, mon grand-père est acadien, je suis proche évidemment de l'histoire des Acadiens, ça me touche. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Bien sûr, je sais qu'il y a eu une déportation. Pourquoi ils ont déporté les Acadiens? Pourquoi ils n'ont pas déporté les gens à Trois-Rivières, à Québec ou à Montréal où il y avait presque personne, que des militaires? Ça aurait été un bel endroit pour les déporter. Je comprenais pas. Le livre me les fait faire, les conclusions, me fait comprendre pourquoi. Pourquoi les Acadiens ont été aussi maltraités. C'était pas une déportation déjà, c'était 3 grandes déportations, dont la plus connue à Grand-Pré, mais qui ont duré des années de temps. Brûler leurs possessions, leurs animaux, les séparer, vendre leurs enfants comme esclaves, même s'ils n'avaient pas le droit. Je veux dire, attends, c'est gros.
Et on le comprend dans son livre. On comprend que ce lien avec les Premières Nations était crucial pour eux de briser. Et ils l'ont vraiment brisé au point qu'on l'a oublié. On a oublié notre lien avec les Premières Nations. Puis justement, le livre parle quand même de la nécessité d'une perspective historique autochtone. Vous le parliez tantôt, l'histoire des Premières Nations nous est racontée à l'école d'une certaine manière. Mais jusqu'à quel point cette vision de l'histoire, est-ce qu'elle est erronée? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de l'histoire autochtone? C'est facile. Toutes les versions de l'histoire sont erronées. Qui écrit l'histoire? Nous, au Québec, on a l'histoire du Canada. Mais elle est écrite par des religieux qui veulent garder leurs ouailles, qui veulent garder quelque chose du passé pour pas que les gros méchants Anglais nous envahissent et qu'on devienne protestants. C'est eux qui ont écrit l'histoire du Canada. C'est très peu des politiciens. Ceux qui étaient instruits, c'était les religieux, hein, dans la francophonie, je dirais, de l'Est du Québec, parce que c'est pas que les Québécois... Tout ce qui est l'Acadie. Avant l'Acadie, après, le Québec s'est développé. C'est devenu un peu de réalité, mais qui ont la même origine. Excuse-moi, il va falloir faire un montage, je me suis perdu. Je suis traumatisé crânien, parfois je perds complètement le fil de ce que... Désolé pour le Il n'y a aucun problème, aucun problème. Je peux reposer la question si vous voulez, on va recommencer de là, parfait. Justement, vous en parliez tantôt à propos de la nécessité de la perspective historique autochtone. On parlait de l'histoire des Premières Nations à l'école. On peut arrêter là, il va faire le montage. Parfait. Je vais repartir. Oui, tout à fait, la perspective historique des Premières Nations. Qu'est-ce qui est erroné? Elle est erronée, aussi erronée que les autres. Chacune des histoires est contée par les gens, par leur culture et avec un intérêt particulier. Au Québec, l'histoire a été faite par les religieux. C'est eux qui étaient instruits. Et ils voulaient garder leurs ouailles, ils voulaient raconter que tout ce qu'ils ont fait était bon. Hein? Ils évangélisaient, c'était merveilleux. Les Anglais qui ont écrit l'histoire l'ont écrit avec leur perspective. Eux, ils ont gagné un territoire, ils ont vaincu des Français, ils ont fait une guerre en bonne et due forme. C'est extraordinairement discutable, mais pour eux, c'est la façon dont ils l'écrivent. Ouais. Et les Premières Nations qui ont vu ces Européens-là arriver, eux aussi ont une perspective. Qu'est-ce qui est erroné? On est tous dans l'Europe, on a tous raison, on a tous une perspective, mais c'est surtout qu'elle nous manque totalement, la perspective des Premières Nations, dans l'histoire de ce qu'on appelle, nous, le Canada maintenant, qui, eux, est une toute petite partie dans leur histoire, quelques centaines d'années plus récentes dans une histoire qui est plurimillénaire. Puis justement, l'ouvrage que vous avez traduit offre quand même cette perspective des Premières Nations. Dans l'avant-propos, entre autres, on explique que la fondation de toute nation moderne d'Amérique a fait beaucoup couler de sang autochtone. Est-ce qu'on pourrait parler vraiment d'un massacre? D'un génocide, d'un massacre, du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. On nous parle très, très souvent du massacre des Juifs d'Auschwitz, de 6 millions de Juifs qui ont été tués. Des gens discutent si c'est 6 millions ou pas, mais en admettant que c'est 6 millions, qu'est-ce que c'est 6 millions dans les années 1900 en comparaison de ce qu'on évalue à près de 100 millions d'Autochtones sur le continent américain? Et ça, on parle de ça en 1500, 1600, où on a tué environ 100 millions d'êtres humains. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ouais. C'est un génocide, un massacre impensable. Impensable. Qu'on justifie de toutes les manières. Heureusement, beaucoup grâce à Internet, on déterre des choses intéressantes. Hein. Dernièrement, McDonald's qui est plus que critiqué, et j'espère qu'on va plus que le déboulonner, qu'on va le mettre là où il doit être, dans un endroit, oui, un musée des horreurs de l'humanité. Il y a eu des gens qui avaient des agendas qui étaient extraordinairement difficiles. Évidemment, quand c'est eux autres qui sont au pouvoir, ils se les écrivent, les pages d'histoire, mais on peut les questionner. On a cette chance-là extraordinaire aujourd'hui. Grâce à Internet, en très grande partie, qui nous éduque en partie, en bien, en mal, mais qui fait ressortir des choses intéressantes. Et les Premières Nations, bon, on le voit, on n'entendait pas parler d'eux, et on entend parler beaucoup plus des Premières Nations, et je l'espère énormément, ils font partie de nous. Et on les voit pas, on sait pas où ils sont.
Puis justement, on connaît la fin de cette histoire-là. Puis vous le disiez aussi tout à l'heure, au début pourtant, c'est pas ce qu'on pouvait peut-être présager. Comment la situation, justement, a-t-elle dégénéré à ce point-là entre les Européens et les Premières Nations? Dans le livre, on parle de termes terroristes même à propos des Européens. Comment ça en est venu à dégénérer comme ça? C'est facile. Les Anglais sont arrivés. Non, mais c'est bête, c'est cru comme réponse, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Pendant 180 ans, ce qui était un peu un phénomène, c'est pas unique. Le peu que je sais, on me dit que la même chose s'est produite en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, où les gens qui sont venus coloniser ont vécu en bonne entente avec les gens qu'ils rencontraient. Évidemment, les choses ont dégénéré, surtout en Afrique du Sud, au point ce qu'on connaît, mais ici aussi. Mais pendant 180 ans, les Français qui ont débarqué, qui avaient un commerce des fourrures ici, mais il y en a qui vivaient 180 ans. Ça n'a pas été seulement le temps des commerces, de la traite, qui vivaient en bonne entente. Quand les Anglais sont arrivés, eux sont arrivés avec un agenda très, très différent. Eux venaient conquérir un territoire, venaient s'emparer, en fait, du continent américain au nom de l'Angleterre, comme la France prétendait qu'il l'avait fait au nom du roi de France. Et là, ça a été une guerre très, très différente. Et les Premières Nations devenaient un problème énorme pour eux parce que les Français, avec les Autochtones, devenaient un ennemi redoutable. Les séparer devenait essentiel pour qu'on puisse écraser un et tenter de faire disparaître l'autre. Puis, j'imagine que c'était le cas justement peut-être plus avec les Anglais que les Français. Puis on en parle un peu dans le livre aussi à propos des différences entre les systèmes socio-politiques des Européens et des Premières Nations. Jusqu'à quel point diriez-vous que les Anglais et que les Premières Nations avaient des valeurs et des systèmes qui étaient différents? Ben, je crois que les Anglais et les Français avaient des valeurs, des systèmes qui étaient extraordinairement différents. C'est pas dans le livre, c'est quelque chose que je vous dis personnellement, mais imaginez que vous êtes en 1583, vous apprenez qu'on a découvert un continent, puis on a besoin de gens pour aller coloniser. Qu'est-ce qui fait que vous allez quitter l'Europe? Risquer de mourir en masse, ça prenait des mois pour traverser, avec le choléra, avec toutes les choses bien agréables, avec une gang de gars sur un bateau, on traversait pas les femmes, pour aller dans un pays où il y a des gens qu'on nous décrit comme des sauvages, un continent qu'on connaît pas, on connaît pas les dangers. Pourquoi voulez-vous quitter? Parce que vous êtes très mal où vous êtes. Parce que vous êtes dans des pays qui sont surpeuplés, qui ont bouffé toutes leurs ressources naturelles. Faut le comprendre, à cette époque-là, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, ils vivaient déjà de la surpopulation. Ils la vivaient avec des chevaux. Le parfum qui a été inventé en France, c'est donc merveilleux. Ça a été inventé parce que ça puait à vomir dans les rues pour que les nobles sentent le parfum plutôt que l'odeur de la merde et des déchets qu'on ne ramassait pas qui étaient empilés devant les maisons. C'était la réalité. Ça n'existait pas, ça, ici, là, ce genre de... ces mœurs extraordinairement destructifs. Donc, de part et d'autre, les valeurs étaient extrêmement différentes. La différence, c'est que les Français qui sont venus ici ont vécu avec les Premières Nations, n'ont pas imposé uniquement leurs valeurs en disant « Voici, je suis l'aise civilisée, c'est ce que vous devez faire. » Bien sûr qu'il y a des choses qui apportaient de la culture européenne, qui ont partagé. Je suis pas en train de faire l'apologie, de dire les Français étaient tout bons, les Anglais étaient tout méchants. Il y a des écœuranteries qui ont été faites de tous côtés. Et il y a évidemment un truc qui est regrettable, il faudrait voir tout ce qui l'a causé, mais les Français ont abandonné les Premières Nations. Il y a eu des déportations qui, pour moi, ont été des menaces de dire si vous continuez, on continue jusqu'à temps que vous crevez, que vous n'existiez plus. Et j'ai l'impression qu'ils ont capitulé en disant bon, ben, c'est beau, on arrête, on coupe notre lien avec eux. En le coupant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné. Et là, ils ont vécu la misère noire, les Micmacs qui ont été abandonnés. C'est vraiment pas sympathique ce qui a été fait. Donc, je fais pas l'apologie d'un côté ou de l'autre. Il y a toutes sortes d'écœuranteries qui ont été faites. L'écœuranterie la plus évidente, c'est bien clair, d'envahir un continent, de le prendre au nom d'un roi d'ailleurs, parce que les gens sont pas chrétiens. C'est épouvantable avec ce qu'on comprend aujourd'hui, quoi. Puis,
C'est une écœuranterie qui s'est poursuivie sur plusieurs siècles. L'ouvrage, justement, là, nous relate les événements qui se déroulent sur plusieurs siècles. On arrive au 20e siècle où est-ce que, petit à petit, le racisme vis-à-vis le peuple autochtone s'installe et bien installé au Canada au 20e siècle. On peut penser, entre autres, là, aux fameux pensionnats autochtones. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le rôle du gouvernement dans la partie du 20e siècle par rapport aux Autochtones? C'est pas spécifique au 20e siècle. Depuis le début de la colonisation, le but, ça a été d'assimiler les Autochtones, de les faire disparaître. Le 20e siècle, c'était une autre méthode. Mais ça n'arrête pas, c'est pas quelque chose qui est fini. Ils se battent énormément encore, et c'est vraiment loin d'être gagné. Il y a encore de gros efforts pour les faire disparaître. Le Canada n'a pas reconnu la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Ouais, là, à peu près. Mais bon, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est quelque chose qui a été co-signé par de nombreux pays, mais vraiment pas par le Canada. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites. Roméo Saganaw, qui était député du PD, qui a fait énormément de démarches pour ça, et ça n'a pas abouti. On a un premier ministre qui a un beau discours avec les Premières Nations, mais pour l'instant, il y a eu un beau discours. Diriez-vous justement que la situation depuis l'écriture du livre a évolué? Parce que le livre, c'est en 93, on est au début des années 90. Vous nous parlez là aujourd'hui, en 2020, d'un beau discours qui n'est pas suivi d'action. Diriez-vous que c'est du pareil au même depuis les années 90? Ou est-ce qu'on a quand même fait comme peuple un bout de chemin vis-à-vis les peuples autochtones? Je dirais que j'ose espérer qu'on a fait un bout de chemin, mais je ne peux dire que j'ose espérer. On entend beaucoup plus parler des Premières Nations. Les gains réels qui ont été faits pour les Premières Nations, c'est aux Premières Nations qu'il faut les demander. Comprenez que je ne suis pas un spécialiste des Premières Nations. Je ne veux pas me prendre pour Daniel Paul. Il est le spécialiste. Comprenez, les gens qui ne connaissent pas Daniel Paul, c'est quelqu'un qui est extraordinairement instruit, excusez-moi, j'ai juste les mots en anglais, mais qui est quelqu'un qui est reconnu, qui a reçu l'Ordre du Canada, l'Ordre de Nouvelle-Écosse, qui a été pendant plus de 20 ans aux affaires indiennes, qui a créé des fondations Micmac, qui a fait changer des noms de rues, des noms de parcs. C'est un activiste encore aujourd'hui à plus de 80 ans, qui est très actif, qui est journaliste. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, comme beaucoup de gens des Premières Nations qui font énormément de choses. C'est un personnage, je suis honoré, vraiment honoré, qui a accepté que je traduise son livre, et je l'ai fait avec tout mon cœur et tout le talent que je pouvais y mettre. J'ai fait une traduction le plus fidèle possible de ce qu'il nous apporte, parce que c'est l'œuvre de sa vie. C'est énorme ce qu'il apporte. C'est très, très documenté. C'est pas un livre d'opinion, c'est pas un roman, c'est pas voici ce que je pense. Partout, dans tout ce qu'il dit, je vous dis, c'est extrêmement documenté. C'est un livre de 550 pages qui devrait être dans toutes les écoles, qu'on devrait étudier, comme même si c'en était que des parties, pour dire, voici la perspective des Premières Nations. Voici ce qu'ils ont vécu. Voici tous les traités qu'on a signés et qu'on respecte pas, avec les références. Pourquoi on les respecte pas? Ça pourrait faire des beaux travaux pour les étudiants. Tiens, tu fais un travail sur tel traité qui n'a pas été respecté. On aurait du travail pour des dizaines d'années sans se répéter, quoi. mais je fais des blagues, mais ça devrait être étudié, ce livre-là. Et justement, là, ça m'amène à plusieurs questions en même temps, mais je vais aller tout de suite avec la première. Comment est-ce qu'il a réagi, Daniel N. Paul, quand vous lui avez peut-être parlé du projet, quand vous lui avez demandé, j'imagine, la permission pour traduire? Est-ce qu'il était content de voir que le livre allait avoir une seconde vie là, en langue française? Écoutez, moi, j'arrive de nulle part. Je le rejoins. J'ai commencé par le rejoindre en lui demandant la version française, parce que dans We Were Not the Savages, il est mentionné qu'il y a une version française. Ah, OK. Et je la trouvais pas, puis j'ai beaucoup d'amis francophones qui peuvent pas saisir entièrement ce qu'il a mis dans son livre. Alors, j'aurais aimé l'avoir. Je lui ai écrit, il m'a répondu personnellement, de manière très succincte, en disant que la traduction n'existait pas. Étant traducteur, je me suis dit, ouais, ça pourrait être un projet intéressant, mais c'est gigantesque. 550 pages à traduire,
C'est pas un truc de 2 minutes. Et j'ai des problèmes de santé, je vais le révéler publiquement, mais j'ai subi un traumatisme crânien, un accident de moto, et c'est très, très long pour moi de faire ces choses-là, 10 fois plus long que ça me prenait avant l'accident. Alors, quand je l'ai rencontré, je ne peux plus en penser, encore là, il faudrait lui demander, mais ça devait être un peu étrange pour lui. Encore une fois, un Blanc qui vient le voir. Comprenez, les Premières Nations, il y a beaucoup de Blancs qui leur veulent beaucoup de bien, hein? Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup de Blancs qui veulent beaucoup de bien. Moi, j'arrive là-bas, je ne le connais pas. Bonjour, je vous offre de traduire votre livre. J'imagine qu'il s'est dit, ben tiens, vas-y, pourquoi pas. Mm-hmm. Et il a vu que ça avançait, il a vu que j'ai fait une traduction. Il ne parle pas français, il ne pouvait pas en juger. Ma traduction, c'est vraiment, excusez-moi, le manque d'humilité. C'est une belle traduction. C'est vraiment... je me suis vraiment efforcé de rendre précisément ce qu'il y a dans son livre. J'ai été touché par ce que lui a ressorti et je voulais rien trahir de tout ça. Puis justement, est-ce que c'est ça qui fait la force d'un bon traducteur, de ne pas trahir l'œuvre originale, d'essayer d'être le plus fidèle possible à l'œuvre originale? Ça, pour un prof de... T'es au secondaire, je crois. Hein? Oui. C'est une question à choix multiple ou la réponse est facile à trouver un petit peu, je trouve. Mais c'est bon, je te remercie de me donner le point aussi facile. Évidemment, c'est le défi. Évidemment, oui. Quand on est traducteur, il y a traduire et traduire. Hein? On a Google Translate maintenant comme traducteur. Tout le monde l'utilise. On s'en cache pas. Je l'utilise aussi. Non, j'utilise plus simple que ça, mais bon, je ferai pas de publicité pour un ou pour l'autre. Mais on utilise des outils. Et on peut traduire My flowers are beautiful par Mes fleurs sont belles. La traduction est juste. On peut traduire par Ces fleurs qui sont miennes sont magnifiques. On traduit la même chose. Pas au même niveau, du moins pas avec la même poésie, dépendamment à qui on traduit, comment, et surtout de garder l'esprit de la personne qu'on traduit. Parce que je peux traduire avec des belles phrases enrubannées et tout, mais là, je respecte plus du tout l'auteur. Et c'est là tout le défi. Et moi, dans le cas de Daniel Paul, comprenant qui est cet homme-là, comprenant tout ce qu'il a fait, et c'est très clair quand on lit son livre que c'est l'œuvre de sa vie. Il y a du travail là-dedans, c'est colossal ce qui est arrivé à retrouver. Très, très documenté, extraordinairement intéressant. Puis de comprendre. On parle de réconciliation. Ça me fait souvent sourire un peu. Est-ce que je peux me réconcilier avec toi, Justin? Non, je te connais. Non, mais c'est ça, oui. Je t'ai jamais rencontré. Oui. Je peux apprécier, je peux trouver que tu es sympathique, que tu as des belles lunettes. Non, mais... non, mais je faisais une blague, mais je veux dire, ce que je peux faire. On nous parle de réconciliation avec les Premières Nations. Ouais. Est-ce qu'on les connaît? Non? Bon, ben, on va se connaître, puis on se réconciliera peut-être. Et pour moi, ce livre-là, ben, c'est une énorme brique dans Connaissons-nous. Une énorme brique. Je veux dire, c'est pas juste, c'est pas quelques informations, c'est des pages et des pages d'histoire qui nous manquent. Vous connaissez sans doute le film L'Empreinte qui pose des questions magnifiques, à mon sens, qui les répond pas énormément. Il pose surtout des questions. Le film, pour moi, sert à ça, avec des présences magnifiques. Joséphine Bacon, qui est une femme merveilleuse, qui nous fait sourire à plusieurs reprises. Et le livre apporte énormément de réponses, de où on était, ce qu'on faisait, et de suggérer, c'est à nous de voir dans notre histoire comment on a bifurqué dans tout ça, et là, de voir depuis des années, qu'on nous parle d'entente, que nous, on n'entend pas parler, hein, faut aussi voir ça. Les ententes avec les Premières Nations, c'est normalement pas la 3e page du Journal de Montréal ou de la presse. On n'en parle pas, on fait des ententes qu'on ne respecte pas, puis on passe ça sous le tapis. Jean-François Cyr, tu as quand même donné quelques pistes pour ma dernière question, mais je vais quand même t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au peuple des Premières Nations pour les prochaines années? J'ai envie de répondre par la même chose qui a motivé ma traduction. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au peuple québécois?
pour comprendre qu'on vit avec un peuple qui est sur le même territoire. On vit en fait sur leur territoire. Le Canada anglais a une longueur d'avance sur nous dans beaucoup de prestations qu'ils font. Ils commencent en disant, j'aimerais souligner que nous sommes sur le territoire ici je dirais des Kanien'kehá:ka. On apprend à dire, hein, plutôt que de dire les Mohawks, c'est le nom qu'ils disent pour se définir. Il faut l'apprendre. Quand on l'apprend, c'est aussi facile que de dire français ou anglais pour un Kanien'kehá:ka. On voit ça de plus en plus chez nous aussi, là, d'ailleurs. Là. Et je l'espère. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous, les francophones, à qui on a coupé l'histoire, eux, les Premières Nations, on leur a pas coupé leur histoire. Leurs ancêtres ont continué à leur raconter. Bien sûr que Daniel Paul a dû creuser énormément, mais son histoire, il la connaît. C'est nous qui connaissons pas la nôtre. Ce que je souhaite aux Premières Nations, c'est qu'ils soient entourés de gens qui connaissent leur histoire, puis qui disent, « Hey, je suis assez fier, dans mon histoire, là, t'es là. » Dans mes valeurs aujourd'hui, dans les choses que je dis, « Hey, moi, là, je suis québécois, moi, je suis acadien, moi, je suis fier de ce que je suis. » T'es là. Dans ce qui fait que je suis fier, là, merci de m'avoir appris à être cordial. Merci de m'avoir appris à respecter les gens autour. Merci de m'avoir appris à discuter plutôt que juger puis condamner. Dans le film L'Empreinte, c'est quelque chose qui est souligné de manière intéressante par la femme juge, qui a aussi du sang des Premières Nations, que c'est quelque chose qu'on réalise pas, mais qui est particulier au Québec, cette manière de parlementer pour régler les choses. Quand on se trouve à parlementer au point que quand les juges arrivent avec la cour et tout, et que les accusés puis les victimes se donnent la main, eux, c'est déjà réglé. Bon, faut passer à notre justice de blanc, quoi. Ouais. C'est des systèmes qu'on a à apprendre, pas pour dire le tien est meilleur que le mien ou pas, mais pour dire, regarde, il existe ce système-là, et puisqu'on le connaît, respectons-le. Et là, quand on va dire ça, on va pouvoir dire, et si on parlait de réconciliation, ce jour-là? Là, on anticipe beaucoup. En parlant de réconciliation tout de suite, là, ça fait très politique. C'est joli, votez pour moi, mais on n'est pas rendu à la réconciliation. On est rendu à apprendre qui on est. Ouais, c'est ça. Observer l'autre, écouter l'autre pour apprendre à le connaître. Apprenons à mieux nous connaître pour apprendre à mieux nous aimer. C'est beau, ça. Moi, je crois que c'est ça. C'est ça qui est le vœu de part et d'autre. Apprenons à nous connaître. Les Premières Nations aussi, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas de nous. On les a obligés à vivre dans des réserves, qui sont des prisons, qui sont des camps de concentration. C'est le mot qu'on doit utiliser parce que c'est ce que c'était. Un endroit où tu ne peux pas sortir, où personne ne peut entrer, où tu ne peux pas faire de commerce, où rien ne t'appartient. Aujourd'hui, on appelle ça un camp de concentration. On a appelé ça des réserves autochtones. Ça existe encore. Ils sont plus ouvertes, mais jusqu'à très peu de temps, les interdictions qu'il y avait étaient impensables. Je vivais dans l'Ouest canadien. Il y avait des descentes à l'hôtel où j'habitais avec des gens des Premières Nations. Plus de 90% dans ce qu'on appelle Doors to Hell, sympathiquement, dans l'East Downtown Vancouver. Il y avait des descentes au moins 3 fois par semaine. Puis bon, je comprenais pas trop pourquoi. Je ne demandais pas les pourquoi, les comment. Pour réaliser, il y a peu de temps, que c'est interdit à quelqu'un des Premières Nations, jusqu'à très récemment, d'entrer dans un endroit où on vendait, où on servait de l'alcool. C'était passible criminellement d'une offense. Faut réaliser que c'est là qu'on vit, là. C'est ça le Canada où on est. C'est de ça qu'on dit, réconcilions-nous. Réconcilions-nous, attends un petit peu, là. Apprenons qui on est, qu'est-ce qu'on vit réellement. Les Premières Nations ont énormément besoin de parler de ce qu'elles vivent parce qu'on leur a interdit de parler, on leur a interdit d'être. Tu as mentionné tout à l'heure les pensionnats autochtones qui sont une horreur que je connaissais pas, que tu connaissais peut-être fort probablement pas. On ne la comptait pas dans l'histoire du Canada, celle-là. Hein?
Pourtant, c'est des religieux qui l'enseignaient. Et puis, il oubliait des passages, mais là, on les connaît, là, on connaît les auras, et on a besoin de les entendre et les entendre encore. Ne sombrons pas dans un j'en ai assez, c'est beau, je l'ai entendu. C'est pas de nous qu'il s'agit. C'est des Premières Nations, quand on les entend. Ils ont beaucoup à dire, de beaucoup de façons. On doit l'entendre, on doit l'entendre. On a une faute comme peuple d'avoir interdit à ce peuple-là d'exister. Écoutons-les et on va apprendre des belles choses. C'est loin, les Premières Nations, c'est loin d'être des peuples qui sont perpétuellement à revendiquer, contrairement à ce que les médias essaient de nous montrer uniquement d'eux. Hein? Soit de la délinquance, des sans-abri dans le centre-ville de Montréal ou de la violence, puis des revendications, puis on bloque les chemins de fer. Il y a énormément plus que ça. Et on a à aller apprendre à se connaître. Et ce que j'espère très fortement, c'est que ce livre, ce n'était pas nous les sauvages, nous fasse réaliser que ce n'était pas eux les sauvages, effectivement, de par notre part de responsabilité, pas de culpabiliser, ça donne rien. Ça donne rien de voir les Premières Nations, puis je me sens tellement coupable, je suis blanc, que j'ai péché. Non. La religion catholique l'a fait. Laissons ce chapitre-là. C'est pas ça qui est nécessaire, mais de reconnaître que si on vit bien sur un beau et grand territoire, c'est parce que nos ancêtres l'ont pris, quoi. Et là, OK, aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi avec tout le monde qui est dessus ensemble et on peut faire quelque chose et on a énormément à apprendre. Pourquoi nos ancêtres ont vécu 180 ans avec les Premières Nations? C'est sans doute parce que c'est intéressant. Ils amenaient la belle civilisation d'Europe, puis ils se sont dit, wow, on a à apprendre peut-être sur la liberté, on a à apprendre peut-être sur ce qu'on appelle la démocratie, qui est des beaux grands papiers qui ont été écrits suite au fonctionnement politique des Premières Nations. Peu de gens le savent, mais c'est comme ça qu'il est écrit les chartes de droit. Ce qui est formidable, Jean-François, avec ce livre-là, c'est justement ça. Ça nous amène à nous questionner, ça nous amène à avoir envie d'en connaître davantage, d'en parler aussi, de discuter de ce beau sujet-là. Ça s'appelle « Ce n'était pas nous les sauvages ». C'est une traduction que vous avez faite. C'est disponible depuis où? Chez Bouton d'Or Acadie. Jean-François Cyr, merci beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous. C'était très intéressant. Une lecture que je recommande aux gens, à tout le monde en fait. Lecture historique, vraiment, je pense qu'il est essentiel. Merci beaucoup, Jean-François. De rien, ça m'a fait plaisir. En plus, j'attire votre attention sur la magnifique couverture. C'est une œuvre d'art, hein? C'est un peintre qui est très connu, Eleanor Paul. Et j'aime beaucoup. Je suis très content que Bouton d'Or Acadie ait pu prendre la même image qui est en couverture de We Were Not the Savages. Pour moi, cette image-là représente tout ce qui est le livre. Représente un guerrier avec des peintures de guerre, avec des peintures de paix, avec une partie de son visage qui est plus comme le blanc, avec le veston cravate, les plumes. Ouais. C'est le choc de deux civilisations qui se rencontrent. Et maintenant, c'est à nous de trouver comment on va vivre ensemble. On est là ensemble. Apprenons à vivre ensemble. Ça va être pour le mieux de tout le monde, j'en suis très, très convaincu. Et c'est évidemment ce que j'espère, que ce livre-là suscite l'intérêt d'apprendre un peu plus, apprendre à nous aimer. On en a besoin, je crois. Ouais. Je vais le souhaiter également. Jean-François, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Justin. Et vous allez me réentendre et me revoir la tête au Salon du Livre de Dieppe. Ah ben, tant mieux. Et sinon, dans quelques petites entrevues, j'en fais une demain matin pour Radio-Canada encore. Puis j'espère qu'il y en aura beaucoup. C'est un sujet que j'espère qui va être beaucoup parlé et discuté et étudié. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye bye.